De commerce, hein, c'est un praticien, chercheur, administrateur de structures d'intérêt général. Il est président du conseil d'administration du Rameau. Il en est également le fondateur. Il l'a fondé en 2006. Et le Rameau est un laboratoire de recherche empirique sur des alliances innovantes au service du bien commun. Voilà. Il vise à éclairer les décideurs publics et privés sur la dynamique de co-construction ainsi qu'à outiller les organisations et les territoires pour saisir les enseignements des pionniers, des nouvelles alliances qui s'incarnent autour de l'objectif 17. Je pense que Charles Benoît abordera ce sujet des objectifs 17 de l'agenda 2030. Quant à Luc Bellière, lui, il est ingénieur et docteur en sciences, membre du CJD depuis 2000. Il a fondé en 2008 Annabelle Group, résultant de la transformation d'une entreprise familiale créée en 1972 en groupe d'entreprises partagées avec des salariés. Cet ensemble forme une communauté de moyens, aujourd'hui ouverte aux créateurs et aux structures de l'économie sociale et solidaire. Conférencier sur le défi écologique et sur l'entreprise partagée, il est président fondateur de Percé 3C pour l'engagement de la responsabilité sociétale des entreprises, l'économie circulaire, coopérative et collaborative. Voilà. Donc, j'ai laissé la parole à Charles Benoît avec ces regards prospectifs. Hein. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer deux ou trois fois avec le comité 21 du reste, et je sais que ce sont des sujets très intéressants qu'il faut savoir prendre pour regarder l'avenir en face avec, je pense, beaucoup d'optimisme. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci à vous et très heureux d'avoir répondu à cette invitation. Effectivement, le Rameau est un laboratoire de recherche empirique sur la co-construction du bien commun que j'ai créé il y a maintenant 14 ans. Et donc, l'objectif était de pouvoir comprendre comment les organisations publiques et privées peuvent travailler ensemble pour pouvoir répondre à des enjeux, à des défis communs. Alors aujourd'hui, ça peut paraître une évidence de jouer collectif. Il y a 14 ans, la co-construction du bien commun a été pas tout à fait à ce niveau de maturité, et on voit bien en 14 ans combien les choses ont avancé. Chose et état des lieux que nous avons eu l'occasion avec la députée Cathy Racombouzon de remettre au secrétaire d'État Gabriel Attal le 7 mai dernier un rapport ministériel qui nous avait commandé sur les alliances stratégiques entre les associations d'intérêt général, les entreprises, les collectivités territoriales, comment l'ensemble des acteurs d'un écosystème peuvent travailler ensemble. Et là, nous sommes au cœur de la question finalement de ce partenariat global finalement pour le monde de demain. Je rappelle que dans le cadre des ODD, la grande avancée en 2015, lorsque l'ONU signe les objectifs de développement durable, c'est qu'on est dans une vision systémique des réponses à l'ensemble des défis, et que l'on s'aperçoit qu'on ne peut pas traiter les questions d'environnement sans traiter les questions de santé, qu'on ne peut pas traiter les questions de santé sans traiter les questions d'éducation. Et je pense que toute personne qui a vécu les mois que nous venons de vivre se rend compte à quel point tout est interconnecté. Et donc, ce qui est intéressant dans les objectifs de développement durable, c'est que la première fois, au niveau international, l'exercice est fait de devoir décliner comment est-ce qu'on a une vision systémique de l'ensemble de nos enjeux et comment on va y répondre à travers ces 17 objectifs et 169 cibles d'action. Mais ce qui est encore plus intéressant et encore plus nouveau à l'époque, c'est qu'il y a un 17e objectif, l'objectif de faire des alliances qui finalement pose cette logique du jouet collectif
comme un impératif ou en tous les cas comme une condition sine qua non pour réussir les objectifs de développement durable. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'était juste un fourre-tout institutionnel pour faire signer, notamment les pays du Sud qui avaient un peu de mal à signer les 16 autres objectifs, ou est-ce qu'on est dans une vraie philosophie politique? Je vous propose qu'à travers finalement cette intervention d'une quinzaine de minutes, je puisse essayer de vous démontrer qu'on est plutôt dans la deuxième catégorie, c'est-à-dire une véritable philosophie politique. Pourquoi? Parce que en fait, on peut se poser la question, est-ce que ce partenariat global, est-ce que cette ODD 17, faire alliance, est-ce que c'est une nécessité ou une opportunité? Et en fait, on va voir que c'est les deux. Une nécessité parce que finalement, la crise systémique que nous venons de vivre au niveau du Covid-19 nous rappelle qu'il y a un lien, une interconnexion, une interdépendance, tout acteur, tout secteur et tout domaine. Et que quelque part, on ne peut pas continuer à traiter silo par silo les sujets, il faut bien qu'on les approche globalement. Donc ça, c'est une vraie nécessité. Donc on peut se dire, à partir du moment où il faut approcher globalement et qu'il faut que l'ensemble des acteurs s'y mettent, eh bien effectivement, il va falloir jouer collectif, c'est un devoir. Et on verra effectivement que les Français considèrent, pour 80% d'entre eux, que c'est un devoir d'alliance. Mais quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une phase positive dans cette dynamique de co-construction? Est-ce que finalement, c'est par contrainte qu'on va devoir rentrer dans cette dynamique d'alliance, ou est-ce que c'est par opportunité? Et là, les travaux que nous menons depuis 14 ans ont pu démontrer très concrètement que ça a des impacts sur la performance des organisations, que ce soit les collectivités territoriales, les associations, les entreprises, je reviendrai là-dessus. Deuxième élément, que c'est un facteur d'innovation, parce qu'effectivement, on va pouvoir croiser des regards différents acteurs qui ont chacun une partie de la réponse et donc inventer ensemble des solutions. Et c'est même un élément de confiance, et ça les Français nous le disent, puisque l'une des dernières études de l'Observatoire des partenariats nous dit que quelque part, le premier levier de bien fondé et d'impact des alliances sur leur territoire, c'est justement d'être un levier d'engagement collectif et un levier d'engagement personnel. Donc un vrai levier de confiance. Et donc finalement, plutôt que de voir les alliances comme une nécessité, peut-être qu'on peut les voir comme une opportunité. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est si c'est une telle opportunité de performance, d'innovation, de confiance, qui semble être les 3 mots à la mode, finalement, pourquoi est-ce que jusqu'à maintenant, ça a été sous-valorisé? Et là, il y a une question très intéressante qui se pose à nous, c'est que la raison pour laquelle aujourd'hui, on va faire alliance, on va accepter de faire alliance, c'est parce qu'on n'a pas vraiment le choix. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que si on voit un mouvement de co-construction qui émerge en France depuis une dizaine d'années, c'est parce qu'à la fois les institutions, les acteurs économiques, les acteurs d'intérêt général et les acteurs académiques ont une nécessité de se tourner vers les autres pour les aider à construire leur propre performance. Pour les acteurs institutionnels, bien évidemment, la question finalement de la co-construction des politiques publiques est de plus en plus un élément essentiel. Le pouvoir d'agir des citoyens, mais la capacité d'action des organisations sont des conditions sine qua non pour que les politiques publiques soient efficaces. Pour les structures d'intérêt général, on voit bien aujourd'hui qu'elles ont besoin de partenariats solides avec les structures publiques, bien évidemment, mais aussi de plus en plus avec le soutien de l'engagement des personnes et avec la contribution d'entreprises dans le cadre de politiques d'engagement de plus en plus fortes. Et pourquoi les entreprises s'engagent dans ces politiques finalement d'engagement? Luc Bellière nous en parlera mieux que moi, mais c'est parce que la responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est pas juste un élément de marketing ou pour dire qu'on s'ouvre vers le monde, c'est parce que dans un monde qui change, être capable de s'adapter en tenant compte des nouvelles évolutions, en faisant une forme de R&D sociétale, de recherche et de développement de terrain, et bien quelque part travailler avec l'autre et une capacité de trouver les produits et services qui demain vont répondre aux besoins qui sont grandissants aujourd'hui. Et puis, quant aux acteurs académiques, il est bien évident, et je pense que les derniers mois qu'on vient de vivre viennent confirmer l'intuition que l'on avait, c'est que les modes d'apprentissage sont en train d'évoluer de façon fondamentale, à la fois dans leur forme, avec l'apparition du numérique, mais aussi dans le fond, c'est-à-dire que finalement, alors qu'on était dans un apprentissage par les pairs, P-E-R-E-S, on est de plus en plus par un apprentissage par les pairs, P-A-I-R-S, et quelque part, cette logique de transversalité éducative est un élément totalement
considérable à prendre en considération. On ne peut plus être sachant dans le monde académique seulement, éloigné finalement de ce qui est en train de se vivre sur le terrain. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que chacun des quatre grandes sphères de notre écosystème, l'institution, les structures d'intérêt général, les acteurs économiques et les acteurs académiques sont nécessairement dans cette dynamique d'aller vers l'autre, pas seulement parce qu'elles ont une contribution pour le bien commun, mais aussi parce que pour répondre à leur propre fragilité, finalement, elles vont trouver dans les autres partenaires une capacité d'action. Alors, ça, c'est de la théorie, c'est très bien, c'est la consolidation de 14 ans de pratiques de terrain qui a été modélisée, mais dans la réalité de la vraie vie, quels sont les signes visibles finalement que ce mouvement-là est vraiment en cours et vraiment à l'œuvre dans la dynamique? Eh bien, il y a deux éléments finalement qui nous donnent des indicateurs, et on va voir après que la réalité de terrain nous le confirme. C'est qu'à la fois, il y a une volonté politique, et je parlais du rapport ministériel que nous a confié le secrétaire d'État Gabriel Attal à la députée Cathy Racon-Bouzon et moi-même, et même dans le choix même du ministre d'avoir un portage entre une députée et un acteur de la société civile, on montre là finalement une forme d'alliage pour réfléchir à ces nouvelles alliances. Et surtout, ce que l'on voit, puisque nous avons durant 6 mois co-construit avec plus d'une centaine d'organisations publiques et privées les 21 mesures qui découlent de ce rapport, c'est qu'il y a un véritable consensus, une véritable volonté pour porter conjointement cette nécessité. Et finalement, ça répond au devoir d'alliance qui est réaffirmé par les citoyens. Nous avions l'année dernière publié une étude dans le cadre de l'Observatoire des partenariats qui montrait que 81% des Français considéraient qu'il était urgent que associations, entreprises et collectivités territoriales travaillent ensemble à la fois pour réduire les fragilités et inventer de nouveaux moteurs de croissance et d'emploi. Et là, on voit bien, dans la crise, nous avons refait une étude début mai, et là, les résultats sont unanimes. Bien évidemment, cette utilité est réaffirmée par 81% des Français. Nous ne pourrons pas sortir de la crise si nous ne jouons pas collectif. Donc, quelque part, ça confirme ce que l'on pensait, c'est que lorsqu'il y a eu les ODD en 2015, ce 17e ODD, ce n'était pas qu'un fourre-tout institutionnel, c'était l'intuition de la nécessité d'inventer une nouvelle philosophie politique du faire alliance. Et cette bonne nouvelle qu'on peut apporter aujourd'hui, c'est que collectivement, nous sommes beaucoup plus avancés que nous le pensons. Si on regarde la diversité des alliances entre les acteurs économiques et les acteurs d'intérêt général, alors bien évidemment, tous ces travaux-là sont publiés, largement diffusés en un quart d'heure, je ne peux pas les résumer, mais le petit schéma que vous voyez, c'est que l'on soit dans le mécénat, dans les pratiques responsables, dans la coopération économique ou dans les démarches d'innovation sociétale, il y a de très nombreux exemples aujourd'hui d'alliances innovantes entre des acteurs d'intérêt général et des acteurs économiques pour pouvoir répondre à ces besoins. Et je rappelle que 85% des Français considèrent que l'entreprise est légitime pour aller sur ces sujets-là et que 65% qu'elle est même, crédible quand elle y va, mais elle n'est efficace que si elle le fait en alliance avec d'autres. Nous en avons la démonstration à travers ces nouvelles formes de partenariat. Et puis, concernant les territoires, finalement, il y a une certaine forme de catalyse territoriale, de co-construction territoriale, d'animation des territoires qui se met en place, où finalement, il ne s'agit plus simplement qu'un acteur dise « voilà mon projet, comment on se mobilise autour de mon projet », mais qui réunit l'ensemble des acteurs, y compris ceux qui sont un peu plus éloignés que les schémas traditionnels de co-construction, et en fait, on réfléchit ensemble aux défis du territoire et où est-ce qu'on a envie de s'engager. Alors vous allez me dire, mais si jamais cette dynamique-là, et qui est aujourd'hui suivie et mesurée de façon extrêmement précise par l'Observatoire des partenariats, existe, ben pourquoi est-ce qu'elle n'est pas plus visible? Tout simplement parce qu'elle est encore sous nos radars, il est encore nécessaire de la reconnaître et de la valoriser parce que ce n'est pas notre schéma de pensée. Notre schéma de pensée a été la performance d'une organisation, qu'elle soit, que ce soit d'ailleurs de l'unicité, que ce soit une personne, une organisation, une institution. C'est plutôt vu par sa capacité à réussir elle-même que dans la réussite collective que les éléments ont été faits. Donc on a très peu d'indicateurs collectifs qui nous permettent de montrer et de démontrer que cette réalité du collective impact à la française est déjà une réalité en France. Alors, juste un dernier point, un avant-dernier point avant de passer la parole
à mon ami Luc Bellière, c'est de dire, mais comment agir aujourd'hui? Ce qui est très intéressant, c'est que tous les travaux qui ont été menés, et pas seulement par le Rameau, nous ne sommes qu'un des très nombreux acteurs qui travaillons sur ces sujets depuis une quinzaine d'années, fait en sorte qu'aujourd'hui, qu'on soit une organisation, un territoire, une collectivité territoriale, une institution ou un investisseur sociétal qui a envie d'investir dans cette co-construction du bien commun, eh bien, il y a les données, il y a les outils et il y a les compétences qui sont à disposition de tous pour pouvoir agir. Je vous invite à aller regarder sur le site du ministère de l'Éducation nationale l'ensemble de ces outils qui sont bien évidemment mis à disposition gracieusement à la suite de cette mission ministérielle. Donc, quelque part, tout le monde peut avoir les outils pour se former, s'informer et agir efficacement. Il n'y a plus d'excuses pour dire je ne sais pas, je ne veux pas, je ne vois pas. En tous les cas, un élément qui est très important, c'est que si nous voulons qu'il y ait vraiment cette capacité de jouer collectif, il est important que ça ne soit pas simplement une contrainte ou simplement finalement un devoir ou simplement une possibilité. Il faut que ça soit aussi, ça tienne compte de l'envie d'agir et c'est cela qui est totalement déterminant. Alors, j'en finirai pour passer la parole à un chef d'entreprise particulièrement engagé sur sa région. J'en finirai par qu'est-ce qu'en pensent les entreprises? Parce qu'on peut dire, oui, c'est très bien, il y a plein d'exemples, il y a quelques pionniers qui agissent, les institutions en ont pris conscience, les Français sont d'accord pour le faire, mais finalement, l'acteur économique, est-ce qu'il a envie de jouer collectif? Eh bien, l'étude que nous publions aujourd'hui en avant-première, et nous tenions à vous réserver, Madame la députée, la primeur de ces chiffres, eh bien, aujourd'hui, de la même façon que nous avons pu dire à Gabriel Attal le 7 mai dernier que 81% des Français attendaient qu'on joue collectif, aujourd'hui, je peux vous informer que 84% des chefs d'entreprise, de PME et de TPE, puisque c'est la cible que nous avons choisie pour cette étude, réalisée par Opinionway avec l'aide de Comisis, 84% des chefs d'entreprise considèrent qu'il va être nécessaire de pouvoir jouer collectif pour sortir de la crise. Et jouer collectif, ça veut dire travailler entre associations, collectivités territoriales, entreprises, pour répondre à ces sujets-là. Et ce n'est pas un sujet seulement de grandes entreprises, ce sont des TPE et des PME qui en parlent. C'est donc que ce jouet collectif est bien un jouet collectif pour tous. Et quelque part, ce qu'attendent ces chefs d'entreprise, c'est bien évidemment qu'on soit dans l'action, qu'on soit incarné sur les territoires et que cet engagement sociétal, ça soit quelque chose qui ait du sens, à la fois en termes de direction et en termes de valeur. Voilà ce que je vous pouvais témoigner de 14 ans de travaux sur le sujet et surtout de ce dernier témoignage des chefs d'entreprise qui nous disent aujourd'hui, nous sommes prêts, nous avons envie de jouer collectif, de l'institution qui aujourd'hui dit nous avons entendu et nous avons envie de le faire, et surtout des Français qui nous disent à 80% d'entre eux, c'est comme ça qu'on réussira à s'en sortir. Et comme tout ce qui est important là-dedans, c'est toujours la preuve par l'exemple, eh bien, j'ai proposé à Luc Bellière, qui est dirigeant d'Annabelle Group, à Montargis, de pouvoir témoigner de son propre expérience, parce que je pense qu'après avoir reposé le cadre global, il est important de rentrer dans les exemples concrets de terrain.